Bonjour à tous. Et puis bonjour Thibaut Ress, merci d'être venu ici à Sciences Po. Donc, je vais vous présenter un peu rapidement. Donc, vous êtes journaliste indépendant actuellement. Vous êtes diplômé de l'école de journalisme de Tours. Entre 2008 et 2016, vous avez été journaliste en charge de l'actualité judiciaire au Parisien. Et vous avez navigué ensuite entre différents médias et vous avez co-publié, parce que vous avez donc à Society avec l'enquête sur Xavier de Ligonnès, qui est votre renommée, avec un numéro de 77 pages qui a été tiré à 77 000 exemplaires et qui était rapidement en rupture de stock. En décembre de cette même année, vous publiez Xavier Dupont de Ligonnès, l'enquête, avec Maxime Chamou et Sylvain Gouverneur, un livre qui résume l'enquête que vous avez menée avec Society. Vous avez également publié d'autres livres, comme par exemple en juin 2023, L'inconnu de Cleveland, qui retrace l'histoire de Joseph Chandler, et très récemment, en septembre, Le pont de minuit, qui retrace l'histoire vraie de Gérard de Suresnes, un SDF devenu star de la radio malgré lui. Donc, un point commun entre ces histoires, raconter des histoires. Donc, ma première question, c'est tout simplement pourquoi vous avez eu envie de faire le journalisme d'enquête? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Bonjour à tous, merci de votre invitation. Qu'est-ce qui me plaît dans le journalisme d'enquête? La réponse est assez simple. Quand j'ai commencé ce métier, je n'avais pas forcément d'idée préconçue sur ce que je voulais faire, à part écrire et rencontrer des gens, c'est-à-dire à peu près les deux piliers du journalisme. Et quand j'ai commencé d'abord par faire du journalisme culturel. J'ai fait du journalisme dans la presse musicale, dans des magazines de rock qui n'existent plus. Et ensuite, au Parisien, mon premier stage c'était au Parisien et j'étais en culture. Et après, j'ai fait du journalisme politique, sportif, j'ai fait beaucoup de choses différentes. Et en fait, je me suis vite rendu compte que le journalisme au XXIe siècle, ça consistait quand même essentiellement à parler des attachés de presse et des communicants. Et ça me plaisait pas beaucoup, parce qu'en fait, j'avais l'impression, non pas de faire du journalisme, mais d'être un passeur de plat, ou de valider des communiqués de presse ou des éléments de langage qui étaient déjà prêts. Et ça vaut pour tous les champs du journalisme. Politique, évidemment, j'en parle pas. Journalisme culturel, journalisme sportif, vous êtes en permanence au contact de communicants. Et comme vous le savez, le boulot des communicants, c'est pas de vous raconter la vérité, c'est de vous la présenter de la manière qui les arrange. Et ça me plaisait pas beaucoup. Et donc, j'ai commencé, j'ai fait du journalisme de faits divers assez tard en 2011. J'avais déjà 3 ans de carte de presse. Et j'étais pas forcément un fan de ça, mais quand j'ai découvert la pratique du journalisme judiciaire, je suis tout de suite tombé amoureux de la pratique professionnelle en fait. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que pour la première fois, j'avais pas de communiqué de presse, j'avais pas d'attaché de presse, j'avais pas de responsable communication au téléphone. J'avais des gens qui n'avaient pas des éléments de langage, qui n'avaient pas eu de média training et qui n'avaient pas un discours pré-mâché à me servir. Et je me suis dit, c'est cool, c'est ça que je veux faire en fait. C'est parler à des gens quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du journalisme de faits divers, d'investigation. On peut élargir ça parce qu'on en parlera après, mais mon métier consiste précisément à avoir des informations auxquelles je n'ai pas le droit d'avoir accès. Donc c'est en ça que c'est l'investigation. Et puis à travailler sur des affaires sensibles au sens très large du terme. Mais d'abord, avant l'excitation de l'interdit ou de l'affaire sensible, c'est vraiment le plaisir de se passer des communicants et de traiter en direct avec la matière humaine qui est la matière journalistique par excellence. Et pour nous, dans notre enfance, nous qui sommes de la génération après 2000, il y a des affaires qui nous ont marqués. Donc, par exemple, Xavier Dupont de Ligonnès, parce que nous, on était assez jeunes. Est-ce que vous, un peu plus tôt, il y a d'autres affaires qui vous ont marqué pour notre enfance et qui sont un peu à l'origine de cette idée de faire de l'investigation? En fait, pas tellement. Moi, j'étais pas un lecteur de faits divers, mais j'étais un lecteur de polar. C'est une nuance quand même importante. Et surtout de romans noirs. Moi, j'ai commencé à l'âge de 14-15 ans, quand j'ai commencé à lire d'autres livres que ceux que l'école me posait. J'ai commencé par lire Fred Vargas,
c'est la vie des gens dont on ne parle pas souvent. Et puis voilà, l'ambiance poisseuse, crasseuse, ça ne m'intéressait pas tellement la littérature blanche parce que c'était la vie des gens heureux qui connaissaient les pépins. Et la littérature noire, c'est la vie malheureuse des gens qui ne sont que pépins de début jusqu'à la fin. Et ça m'intéressait plus. Et donc, j'étais pas lecteur de faits divers parce que les faits divers, dans la presse, c'est souvent très mal raconté. C'est très présomptueux ce que je suis en train de dire, mais je ne dis pas que je raconte tout très bien. Hein. Et je pourrais vous sortir des tas d'articles que j'ai écrits qui sont vraiment à chier. Mais si tu veux, il y a des codes de l'écriture journalistique dans le fait divers qui m'agacent un peu. Quoi. Ce que vous connaissez tous, hein, le village est sous le choc, l'émotion est palpable. Je comprends pas, il a tué toute sa famille alors qu'il était si poli, toujours un bonjour, toujours un merci. L'église était trop petite, un ange parti trop tôt. Enfin, tous ces clichés d'écriture journalistique qui, moi, m'ont toujours gonflé et qu'on ne retrouve pas dans la littérature. Mais il y a quand même des faits divers qui ont marqué les gens de ma génération. Moi, j'ai 42 ans aujourd'hui. Celui auquel je pense en premier, c'est l'affaire Roman, qui a donné lieu à un livre que vous devez lire impérativement si vous vous intéressez de près ou loin au journalisme, qui s'appelle L'Adversaire, qui a été ensuite adapté en livre, mais le livre est mille fois mieux que le film, pardon, le film. Et ça fait partie de ces faits divers, comme l'affaire Grégory. Sachant que Grégory est né la même avec moi, par ailleurs, mais il est mort plus tôt. Ça fait partie de ces faits divers qui ont dépassé le cas de filière, quoi, qui sont des faits de société dont on parle encore aujourd'hui, que ce soit l'affaire Grégory, l'affaire Roman, puisqu'il est sorti de prison il n'y a pas très longtemps, ça a donné lieu encore à des tas et des tas d'articles. Et puis l'affaire Ligonnès plus tard, dont on parle encore aujourd'hui. Je ne fais pas une interview depuis que j'ai sorti mon dernier livre qui n'a rien à voir avec du fait divers, sans qu'on me demande soit au micro, soit hors antenne, si Xavier Ligonnès est mort ou vivant. Donc on voit bien que ce sont des affaires qui dépassent le cadre des amateurs de faits divers et qui rentrent dans la salle à manger. Quoi. Et ouais, je pense tout de suite à l'affaire Roman, mais chez moi en tout cas, il n'y avait pas un intérêt pour le fait divers particulier. Quoi. Il y avait un intérêt très personnel en ce qui me concerne pour le polar et pour le roman. Le genre d'affaires sur lequel vous travaillez, vous l'avez dit, est assez sensible, mais c'est aussi des affaires qui sont difficiles à caractériser. Par exemple, si on prend l'exemple de Xavier Dupont de Ligonnès, il n'a pas été condamné officiellement, donc il n'est pas considéré comme criminel à proprement parler. Peut-on alors considérer que cette affaire est un simple fait divers? Pas pour moi. Et c'est pour ça que j'y ai consacré un certain temps. Je pense qu'il y a deux catégories de faits divers. Il y a le fait divers qui n'est qu'un fait divers, c'est-à-dire qui est une affaire qui ne dit pas plus qu'elle-même. Et puis il y a le fait divers qui raconte autre chose que lui-même, que le crime. L'affaire Ligonnès, c'est froidement l'histoire d'un homme qui a tué toute sa famille et qui est en fuite. En vérité, et c'est ce qu'on a essayé de démontrer avec cet article, c'est que l'affaire Ligonnès, c'est l'histoire, peut-être avant tout d'ailleurs, d'un descendant d'Aristo, déchu, qui n'est pas à la hauteur de son ascendance et qui se révèle être un loser et qui n'arrive pas à l'avaler, qui n'arrive pas à le supporter. L'affaire Ligonnès, c'est l'affaire d'un homme qui essaie d'attraper le train d'Internet au début des années 2000, qui se voit richissime, net entrepreneur, et qui s'avère être un pauvre type qui ne sait pas monter un site web. L'affaire Ligonnès, c'est une affaire qui raconte les tradis cathos versaillais qui vivent en basse clos, qui pensent que le pape est Satan, que le catholicisme est mort avec Vatican II, et que tous les papes qui succèdent à Vatican II sont des imposteurs et sont envoyés par Satan lui-même. L'affaire Ligonnès, c'est l'affaire d'un père de famille qui trouve sa charge familiale trop lourde et qui aurait bien voulu tout plaquer pour aller aux États-Unis et vivre la grande vie. Donc c'est tout ça, l'affaire Ligonnès aussi, et peut-être avant. Et c'est là qu'on voit que le fait divers a une fonction sociale. Jean Jaboka a dit le fait divers, c'est le fait social total. Ce qu'il veut dire par là, c'est que le fait divers permet de mettre des anonymes à la une
et d'aller voir ce qui se passe derrière leurs portes. Et il n'y a pas d'autre rubrique journalistique où tu peux faire ça. Il n'y a que des célébrités dans les journaux. Les célébrités politiques, les sportifs qui réussissent, c'est des célébrités, les musiciens que vous voyez dans les journaux, c'est des célébrités, ce sont que des gens célèbres. La seule partie du journal où vous avez des anonymes, c'est le fait divers. Et par ces crimes, par ces affaires judiciaires, par les dossiers judiciaires qu'on récupère, on rentre dans leur intimité et donc on raconte des bouts de la vie des gens et donc des bouts de la France. L'affaire Grégory, c'est l'affaire d'un transfuge de classe. C'est comment devient-on un contremaître alors qu'on était un ouvrier et comment ça bouleverse l'écosystème local dans sa famille, comment ça crée des jalousies. Et donc c'est tout ça, le fait divers, et c'est ce qui le rend à mon sens passionnant. Et donc sur ça, il y a vraiment eu un emballement médiatique qui est assez fou. Donc d'abord en 2011 quand ça a été découvert, et ensuite en 2019 avec Guy Joao qui a été arrêté par la police écossaise avant qu'on se rende compte que ce n'était pas lui, etc. Et comment on peut expliquer en fait que ça s'est créé autant d'effets médiatiques par rapport à d'autres affaires? Il y a plusieurs choses, après c'est que des hypothèses. Qu'est-ce qui fait qu'un fait divers rencontre un écho médiatique plus important qu'un autre? Il n'y a pas de réponse définitive. Ce qui est sûr, c'est que déjà le volume d'hémoglobine, à mon sens, n'entre pas en ligne de compte. Moi j'ai couvert des faits divers, je pense à un fait divers en particulier en Angleterre, d'un garçon qui a été littéralement massacré par son oncle au terme d'une séance d'exorcisme. Le juge qui a lu le dossier d'accusation disait qu'il a subi 101 blessures. Et à base de coups de marteau, de perceuse, enfin, tout ce que tu peux imaginer de film gore, tu vois, les 50 litres de ketchup à la scène finale du film gore, tu vois, c'est ça. C'est un effet divers qui a rencontré très peu d'écho. Donc ce truc qui consiste à dire plus c'est crade, plus ça marche, c'est pas vrai du tout. Ça se vérifie pas dans les faits. L'affaire Ligonnès, elle a un écho médiatique très important, selon moi, pour deux ou trois raisons. La première, c'est que c'est un fait divers qui se déroule dans un milieu où les faits divers sont rares. Des cathos bourgeois, avec des enfants magnifiques, les gosses ont tous des portables, berlines, des notables du quartier. Et donc, la famille Ligonnès, c'est des gens, on ne leur ressemble peut-être pas, mais on connaît des gens qui leur ressemblent. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles les règlements de compte dans les quartiers nord de Marseille, ce n'était pas les grandes pages des journaux, on fait des pages sur les statistiques des morts de Marseille. Mais vous voyez, j'avais les portraits de ces gamins, on s'en fout, c'est pas nous, c'est d'autres gens qui vivent d'autres vies. Et Ligonnès, c'est nos voisins, ça pourrait être nos voisins. Ça, c'est la première chose. Il y a un phénomène d'identification. Et souvent, les faits divers qui ont un écho médiatique important sont des faits divers où c'est des gens ordinaires au sens pop culture presque du terme. La deuxième chose, c'est qu'il y a dans l'affaire Ligonnès, et souvent dans les affaires populaires, une dimension de dissimulation. Je ne sais pas pourquoi, le mensonge me fascine, et dans les affaires criminelles, plus particulièrement. L'affaire Grégory, le mensonge de Muriel Boll qui dit c'est pas mon oncle, c'est pas mon oncle, alors tout le monde sait que c'est lui. L'affaire Roman, qui est l'affaire d'un mensonge qui dure jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il paraît qu'il croit toujours à son mensonge. Vous connaissez tous l'affaire Roman, je pense que vous vous rappelez ce que c'est. C'est un homme qui s'est fait passer pour un médecin auprès de sa famille et de ses proches pendant plus de 20 ans. Et en fait, il n'avait jamais passé son diplôme de médecine. Et plutôt que d'avouer ça à sa famille, il les a tous tués. C'est plus rapide. L'affaire Naval, que j'ai couverte aussi, une femme part faire son jogging, son mari sait mieux qu'elle ne revient pas, où est-elle, où est ma femme, battue, conférence de presse, il est là, il pleure sur toutes les images. En fait, c'est lui. Après, la garde à vue, il avoue tout. Il avoue pas tout d'ailleurs. En tout cas, c'est lui, il a été jugé. L'affaire Ligonnès, c'est plus qu'un mensonge, quoi. C'est un type qui vivait dans une réalité parallèle. On voit très bien dans ses interactions avec ses proches, dans les courriers qu'on a retrouvés, qu'il se voit homme accompli, père de famille parfait, entrepreneur à succès. En fait, tout ça est un mensonge. Et au moment où il assassine sa famille, les huissiers sont alors tous. Et par ailleurs, après avoir tué sa famille, il part en vadrouille. Et il joue le VRP dans des restaurants, il sourit à la serveuse, il boit du vin rosé.
thématique de la dissimulation et du mensonge exerce sur le public une fascination particulière. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense à rencontrer un tel écho. Et puis la dernière chose qui relie toutes ces affaires à grande résonance médiatique, c'est qu'il y a un mystère qui subsiste. Les affaires qui sont jugées, qui sont claires, où tout est compréhensible, finissent par mourir. Les affaires qui charrient un mystère persistant, elles, survivent. L'affaire Grégory, évidemment, qui a tué une on ne sait toujours pas. L'affaire Roland, c'est pourquoi il a menti, on ne sait toujours pas pourquoi il a menti en vérité. Il y a des hypothèses, on ne sait pas. Et puis l'affaire Ligonnès, évidemment, où est-il? Et donc, plus ce mystère est gros, plus il survit à l'affaire, plus ça fait parler. Et moi, je ne te dirai pas combien de fois on m'a demandé où est Xavier Dupont de Ligonnès dans ma vie, mais je pense qu'on doit être à 500 ou 600 fois, sérieusement. Donc ça fait parler, le mystère fait parler, ça fait travailler l'imaginaire, et donc ça permet aux faits divers de survivre au temps. Et justement, sur exposition médiatique comme ça, est-ce que c'est plutôt bénéfique pour les enquêteurs ou est-ce que ça représente un frein pour eux dans l'enquête? Et donc, s'ils étaient, ils diraient c'est un frein, c'est journaliste, n'importe quoi. Bon, déjà, je fais juste un petit point juridique. Vous êtes tous du droit, vous êtes en train d'en faire, voilà. Enfin, tout le monde est au courant qu'une affaire judiciaire en France est couverte par le secret d'enquête, secret d'instruction, conseil d'instruction judiciaire. Et donc, les journalistes comme moi qui travaillent sur des affaires en cours n'ont pas le droit d'avoir des informations. Et donc, on est obligé de ruser pour en avoir quand même, et donc d'avoir des sources de confiance qui prennent le risque de nous regarder au risque de perdre leur boulot. Moi, j'ai eu des sources qui ont été poursuivies, non pas parce que je les avais dénoncées, Dieu merci, mais parce qu'on les a récupérées, on les a coincées par d'autres biais, et qui n'ont pas eu leur travail. Donc, un policier en l'espèce. En fait, c'est plus compliqué que ça. Pourquoi est-ce que l'enquête est secrète? Tout simplement parce que les flics ou les magistrats qui travaillent sur l'enquête criminelle, quand ils ont quelqu'un dans le viseur, ils ne veulent pas que ça se sache. Parce qu'évidemment, si ça se sait, il va détruire les preuves, il va prendre un billet d'avion pour la Thaïlande, et puis il va se barrer. C'est pour ça que l'enquête est secrète, en vérité. C'est pour que les soupçons restent secrets. En vérité, les journalistes comme moi, un peu rodés, quand ils ont un tuyau par une source, ils ne la balancent pas comme ça. Ils attendent que l'arrestation se fasse, il y a une garde à vue en ligne de mire. Et il y a un exemple qui est très connu, c'est l'affaire Guy Georges, celui qu'on a appelé le tueur de l'Est parisien, les gens de ma génération s'en souviennent très bien. Cet homme-là a violé et tué pendant presque 10 ans. Il est finalement identifié par l'ADN. Un matin, les flics sont sur le point de l'arrêter et le journaliste de RTL de 8h fait un flash. RTL de 8h, le tueur de l'Est parisien s'apprête à être arrêté. Il a été identifié. Les policiers sont à ses trousses. Le mec balance l'info comme ça. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? Guy Georges est informé que l'info a fuité et il se barre. Et il est arrêté à une bouche de métro parisien. On ne sait pas où il allait, enfin, il était en train de se tirer, quoi. Donc ça, c'est une histoire qui est très connue des journalistes de faits divers. Personne n'a envie d'être dans cette situation. Donc c'est la raison pour laquelle l'enquête est secrète. Ce journaliste-là n'a pas vraiment bien fait son travail. Il a balancé l'info trop tôt. Donc il y a toute la question aussi, quand tu as la bonne info, par tes sources de confiance, quand est-ce que tu la lâches? L'affaire Naval dont je parlais tout à l'heure, ça faisait des semaines que tous les journalistes de la place savaient que Jonathan Naval était suspecté. Personne n'a balancé l'info parce qu'on est des pros. On a attendu qu'il fasse sa garde à vue. Mais il y a aussi beaucoup d'aspects positifs quand même à ce qu'on fasse notre travail correctement et que les enquêteurs, qui le veuillent ou non, sont bien obligés d'admettre qu'on est libre de faire notre travail. C'est que si l'enquête restait vraiment secrète, et bien notamment toutes les affaires politico-financières, vous entendez jamais parler, quoi. La justice en France, elle est rendue au nom du peuple français. Et donc, la justice, elle est comptable aussi de ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle est bien menée? Est-ce qu'elle est bien rendue? Est-ce que les enquêteurs font bien leur travail? Est-ce qu'on n'étouffe pas des affaires? Tout ça, ça permet, le journaliste de faits divers permet de rendre public, de rendre compte du travail de la justice et de la police judiciaire. Et puis par ailleurs, ça permet aussi de faire vivre des enquêtes médiatiquement. Je peux vous assurer qu'il y a un paquet d'enquêtes sur lesquelles
récit de 20 pages il y a 6 mois sur une affaire qui n'avait pas été traitée par la presse depuis 20 ans, et qui avait été très peu traitée à l'époque par ailleurs. Le jour où je commence à enquêter, qu'est-ce qui se passe? Le juge d'instruction qui n'avait pas bougé le petit doigt depuis 20 ans, et plusieurs juges successifs, a convoqué les parties civiles pour faire un point sur l'enquête. Et ça a relancé tout. Mais juste parce que j'avais commencé à bosser, le procureur était au courant, le procureur a prévenu le juge d'instruction qu'il y avait un journaliste qui était fou de sa merde. Et la famille a eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire que mon travail relance l'intérêt de la justice pour l'affaire de cette femme retrouvée morte pas très loin d'ici, par ailleurs, à Lippo. Donc, du point de vue des magistrats, on est des empêcheurs d'enquêter en rond, mais du point de vue notamment des victimes et des familles de victimes, on est souvent un dernier recours aussi. Il faut être conscient. Justement, vous parlez des familles, des victimes, etc. Mais par exemple, si on prend l'affaire Grégory, dont on a un peu parlé avant, les médias ils se sont emparés de l'affaire de façon assez acharnée, notamment par Image, a mis une pression énorme sur la famille Goldman. Quelques jours plus tard, l'hebdomadaire a publié des photos dans la maison familiale, la chambre de Grégory, etc. Donc, qui sont des photos de lui petit assez personnelles. Et il y avait aussi beaucoup de journalistes qui étaient présents à l'enterrement, dans le but d'obtenir des images un peu choc. Comment appréhender le fait d'enquêter vis-à-vis de ces familles? Est-ce que c'est juste de bonne guerre, si vous me permettez l'expression, ou est-ce qu'il existe une différence, un peu comme vous l'avez évoqué avant, entre ceux qui ont cette conscience journalistique et ceux qui ne mettent pas forcément de limites? Déjà, la question des limites, elle est compliquée parce qu'il y a deux types de frontières qu'on peut se donner dans ce métier-là. Il y a la loi et il y a l'éthique. La loi, elle est assez claire, encore que. Mais en gros, je suis journaliste de fait divers, je ne peux pas violer la vie privée des gens. En tout cas, je ne peux pas le faire sans raison. Je ne peux pas attenter à la présomption d'innocence, on pourra y revenir parce que je l'ai plusieurs fois piétiné. On ne peut pas diffamer, évidemment. On ne peut pas violer le secret des correspondances. Voilà, il y a un tas de lois qui bordent la pratique du métier de journaliste. Et il y a les barrières morales. Et là, il n'y a pas de texte. Et il n'y a rien dans la charte de Munich. Dans la charte de Munich, c'est le texte de référence de l'éthique journalistique. Il n'y a rien non plus. Donc les bornes, tu te les fixes toi-même. Tu te les fixes parfois, ça dépend des journaux. Donc il y a des journaux qui ont des règles. Un exemple tout bête, c'est le nom des mises en cause. Vous ouvrez le journal, le Sud-Ouest de ce matin, vous allez voir, il y a des gens des mises en cause dont on a le nom. Parfois on n'a que le prénom, parfois on a le prénom et puis une lettre du nom de famille. Ça dépend des journaux, ça dépend des cas. Quand quelqu'un est touché, quand une personnalité par exemple est touchée par une affaire très sensible, on n'est pas sûr, c'est le début de l'enquête, on a tendance à avoir tendance à pas forcément la noter tout de suite. Et puis le jour où il y a un confrère qui lâche l'info, on la lâche aussi, quoi. Il y a aussi un suivisme, ça joue beaucoup la pression des pairs là-dedans. Et puis il y a tout ce qui vient quand on côtoie les victimes, par exemple. Là aussi, il n'y a pas tellement de règles. Alors moi, quand je vais voir une famille de victimes, une mère, un endeuillé, un fils, ce que tu veux, j'insiste pas. C'est-à-dire que je propose une fois, si j'ai un nom, je réexplique une deuxième fois, j'insiste une fois, on va te dire. Voilà, j'insiste pas, j'insiste une fois. Mais pas deux. Si j'ai deux noms, je fais demi-tour. Il y a des journalistes qui sont plus acharnés que ça, il y en a qui proposent de l'argent, c'est arrivé, même dans des affaires célèbres, on sait. Mais la bonne méthode, c'est plutôt d'essayer de passer par des tiers de confiance, en fait. C'est d'abord de gagner la confiance d'un cousin, d'un avocat, de la famille, par exemple. C'est une manière douce et souvent plus efficace d'avoir le bon témoignage. Mais sinon, il n'y a pas de règle. Alors, tu parlais de l'affaire Grégory, c'est une autre époque. C'est une époque où les journalistes rentraient chez les juges d'instruction. Aujourd'hui, c'est terminé, on ne peut plus rentrer chez un juge d'instruction comme ça. C'est l'époque où on entrait chez les gens sans même leur demander, quoi. Bon, c'est une époque qui est quand même beaucoup révolue. Mais les barrières, on se les met. Moi, il y a un cas que je cite souvent de barrière éthique.
c'est le jour où j'ai récupéré les photos de l'intérieur de la rédaction de Charlie Hebdo, par exemple. Je me suis je suis rentré à la rédaction, j'ai dit j'ai des photos, des corps entassés. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Il n'y a rien, il n'y a pas de manuel de journalisme qui dit tu publies pas. Dans un sens, ce sont des photos historiques presque. Donc on a discuté en réunion, on a dit qu'est-ce qu'on fait de ces photos-là? On a décidé de ne pas les publier. La même chose avec le Bataclan. Moi j'étais au Bataclan, pas à l'intérieur de Bercy, mais j'étais envoyé au Bataclan pour couvrir les attentats du 13 novembre. Quand j'ai récupéré les photos de l'intérieur du Bataclan, qu'est-ce que j'en fais? Ça aussi c'est un document, on peut dire, pour l'histoire. Pareil, on en a discuté et on n'en a rien fait. Dans un sens, on va se dire c'est bien, on n'a pas montré des corps décharnés à la une des journaux et c'est tant mieux. Et de l'autre, on pourrait très bien me reprocher d'avoir caché une partie de la vérité aux gens. Et je pense souvent à ça, je me dis, il y aurait peut-être eu des émeutes si on avait publié ces photos-là, si on avait vu ce que c'était un attentat, visuellement. Donc il n'y a pas de réponse simple, c'est là où je veux en venir. Il y a des discussions, il n'y a pas de réponse simple, et on essaie de s'accommoder de notre devoir d'informer, parce que c'est quand même pour ça qu'on fait ce métier, et puis de nos propres freins éthiques et moraux, quoi. Et, je reviens sur l'affaire de Ligonnès. Étant donné qu'il y a eu quand même beaucoup de médias, etc., d'enquêteurs qui se sont saisis par l'affaire, qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à aller sur le sujet et qu'est-ce que vous vouliez apporter en plus, en fait? En fait, ce que j'ai voulu apporter, c'est ce qui est devenu cette enquête et ce livre. Je suis arrivé à un moment de ma carrière où j'avais fait beaucoup de ce qu'on appelle hard news. Donc, le hard news, c'est l'info en continu, c'est l'info de presse quotidienne. Et donc c'est un événement vient de se dérouler, tu prends ton sac, tes clics et tes claques, tu y vas et puis tu ramasses le plus d'infos que tu peux en le minimum de temps. Et j'ai fait ça pendant 10 ans. Et j'étais un peu lassé de cette course à l'échalote, parce que ça revient souvent à ça. Si je prends l'image des feuilletons télé, moi je faisais scène après scène, et il est arrivé un moment où j'avais envie de raconter la saison complète, plutôt que d'empiler les scènes et les épisodes les uns après les autres. Et donc l'affaire Ligonnès, moi j'ai écrit une quarantaine d'articles avant cet article-là, dans les journaux pour lesquels j'ai travaillé. Et puis je me suis dit, en fait c'est un peu idiot parce que personne ne va lire mes 40 articles. J'ai l'impression que mes 40 articles dessinent quelque chose quand même, racontent une histoire. Et c'est ça la grosse différence entre ma pratique journalistique aujourd'hui et celle que j'avais avant en presse quotidienne. C'est qu'avant je sortais des infos et maintenant je raconte des histoires. Et tu sais, c'était il y a quelques années, le magazine The Economist avait comme slogan, ils ont fait une campagne de pub, et le slogan c'était You heard the news, now here's the story. Et c'est ce que j'ai voulu apporter en travaillant sur cet article avec mes camarades, en empruntant à ce qu'on appelle le new journalism ou la narrative non-fiction, c'est-à-dire cette pratique journalistique lancée par Truman Capote, Gay Tallez, Tom Wolfe et d'autres, qui consiste à raconter, à faire du journalisme avec les techniques du romancier. Et donc quand on lit notre article sur l'affaire Ligonnès, on n'apprend rien de fracassant. Il y a beaucoup d'infos nouvelles, mais qui sont relativement accessoires, on va dire, dans l'histoire. On ne réécrit pas l'histoire, mais on la raconte d'une façon qui n'avait jamais été faite jusqu'à maintenant sur cette affaire. C'est-à-dire que précisément, au lieu de raconter un fait divers, on raconte l'histoire d'un homme, de ses contradictions, à travers le regard de ses deux meilleurs amis. C'est une façon originale de raconter cette histoire, et ça lui donne une dimension, à mon sens, supplémentaire et plus épaisse. Et c'est ce qui fait aussi, je crois, ce qui a fait aussi le succès de cet article, c'est que ça donne un plaisir de lecture aussi, de manière plus prosaïque, et qui peut être plus important que simplement lire 40 articles les uns après les autres. Et vous avez eu des difficultés sur cette enquête? Ouais, alors il faut savoir que je parlais tout à l'heure de l'interdiction qu'on a de travailler sur les affaires en cours. Évidemment, pour écrire un article comme ça, et pour faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire du récit long, il faut avoir accès d'une manière ou d'une autre au dossier d'enquête. Donc c'est là où on passe aussi un cap en termes de risque pour nos sources, et aussi
le risque pour nous, parce qu'on peut être poursuivi aussi pour recel de violation du secret professionnel. Moi, ça m'est arrivé, j'ai été entendu 2 fois. Une fois par la police des polices à Beauvau, au ministère de l'Intérieur, une fois par la police des polices parisienne, VJS, qui a été absorbée par l'IGPN maintenant, à la préfecture de police. On cherchait des sources, notamment dans l'affaire Ligonnès. Le juge d'instruction avait déposé plainte contre moi, avec la directrice de la centrale de la police judiciaire. Et donc j'ai été entendu parce qu'on voulait. Ce qu'on cherchait, c'était pas nécessairement moi de me faire condamner, mais c'était surtout de faire condamner les sources. Donc de savoir qui m'avait donné ces informations-là. Et à l'époque, j'avais pas les pets aussi judiciaires de l'affaire Ligonnès. J'avais des infos de très bonnes sources. Aujourd'hui, quand je fais des récits comme celui-là, ou comme les récits que j'ai fait dans le magazine Elle récemment, ou dans mon avant-dernier bouquin, il faut que j'ai accès à toute la procédure pour pouvoir aller dans ce niveau de détail vraiment microscopique. Et donc ça veut dire l'affaire Ligonnès, pour vous donner un exemple, le dossier judiciaire de l'affaire Ligonnès, c'est 70 000 pages. Donc ça fait du boulot quand même. Déjà de pouvoir avoir accès d'une manière ou d'une autre à ce type de documents, et puis ensuite de les éplucher et d'en tirer des informations qui font sens. Donc c'est un autre travail, et ça oblige aussi à emprunter, je parlais des techniques du romancier tout à l'heure, même des techniques du scénario, hein. On s'est inspiré de ça, et moi ça m'inspire beaucoup de mon travail aujourd'hui. D'arriver à prendre cette matière première brute qui est excessivement technique et totalement indigeste. Il faut s'imaginer, les attentats du 13 novembre, sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, c'est 400-500 000 pages de dossier judiciaire. Tout est sur CD-ROM maintenant, heureusement. Et donc, c'est excessivement fastidieux, mais avec la pratique, on va vite. Et puis, ça permet ensuite d'agencer son récit de la manière la plus agréable et la plus narrative, pardon pour ce néologisme, possible. Et justement, sur ce type d'affaires, comme on sait qu'il y a la police à côté, il y a la justice, selon vous, quelle légitimité a le journaliste dans ce type d'affaires? Il a toute la légitimité du monde. Mais en fait, je reviens un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais parfois, quand vous écoutez des interviews de magistrats qui disent que les journalistes viennent foutre leur merde, viennent polluer l'enquête, c'est un truc que j'ai jamais entendu ça. Ils oublient qu'ils rendent la justice au nom du peuple français, quoi. Comme si c'était, en fait, comme si les magistrats ne sont pas des fonctionnaires. Hein. C'est des agents de l'État, mais ils n'ont pas le statut de fonctionnaire. Comme si ces gens-là n'avaient de compte à rendre à personne. Et que donc la justice devait se rendre en cabinet, entre gens en robe, et que le manant n'avait pas son mot à dire. La justice, elle est rendue au nom du peuple français. Vous avez tous la possibilité, grâce à ce principe, d'avoir accès à des jugements pénaux. Donc, vous avez une célébrité qui est condamnée. Vous pouvez écrire au greffe, je le dis parce qu'on ne va pas vous le raconter en école de journalisme, ça, hélas. Et vous écrivez au greffe, vous dites je veux le jugement de Pierre Palmade condamné pour machin, vous l'avez. Parce que la justice est rendue au nom du peuple. Et donc, il faudrait que, par un principe qui m'échappe un peu, il fallait que l'affaire soit jugée, donc que la justice soit passée pour y avoir accès. Notre métier, c'est de montrer la mécanique judiciaire avant qu'elle passe, pendant qu'elle passe. Et notamment le travail des policiers, des gendarmes, des enquêteurs. Pourquoi est-ce que ce travail-là devrait se faire dans l'ombre? Il n'y a aucune raison. Il n'y a pas de raison que les politiques travaillent dans l'ombre, il n'y a pas de raison que les officiers de police judiciaire travaillent dans l'ombre aussi. Ils ont des comptes à nous rendre, ils font la justice avec notre argent, en notre nom. Notre légitimité, elle tient à ça, ni plus ni moins. Et donc, dans le livre, dans les articles, vous décrivez bien, ce qu'on disait, la police, comment elle est presque folle en fait dans cette affaire-là. Et de votre côté, en tant qu'enquêteur, comment vous faites pour pas aussi tomber dans cette folie de toujours essayer de trouver des pistes, etc., qui sont parfois qui n'aboutissent à rien? Mais je résiste pas du tout à cette folie. Moi, je tombe dedans les deux pieds joints. Enfin,
comme les séries américaines, c'est, avec les photos des témoins, des mises en cause, et puis après je fais des liens je fais des schémas, enfin, je me prends pour un gars du FBI, tu vois. En fait, mon truc n'a aucun sens, mais je trouve ça cool. Donc non, je résiste absolument pas à cette folie-là. Et l'affaire Ligonnès, c'est 4 ans de travail pour sortir cette enquête. T'imagines bien que je vais avec, et encore, j'ai des gens de ma famille Ligonnès au téléphone régulièrement, on s'envoie des messages, salut, comment ça va, voilà. Donc en fait, tu peux pas séparer le journaliste de l'œuvre. Donc, non, je résiste absolument pas. Moi, quand je m'ai mis dans une affaire, ça m'emporte. J'en rêve la nuit. Je raisonne que comme ça. J'aimerais manger à mes gosses, mais je me dis, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un fil à tirer pour que je leur donne à manger? Enfin, tu vois, j'ai la tête ailleurs. Et le jour où j'écris, je vidange tout, quoi. Je sors tout ce que j'ai, et puis je passe à autre chose. Mais sur le coup, non. Il y a un épisode de cette enquête sur l'affaire Ligonnès que je raconte parfois, où on a trouvé un truc que les enquêteurs n'avaient pas trouvé. On s'aperçoit qu'au moment où Xavier Ligonnès disparaît de la surface le 15 avril 2011, il y a un ami indirect, l'ami d'un ami, qui se trouve juste à côté de lui, et qui se trouve être pilote d'avion privé. Depuis le début, on nous dit s'il y a une bonne méthode pour se carapater dans sa situation, c'est de prendre un avion, et si possible, un avion pas dans un aéroport. Donc ce gars-là est juste à côté de Xavier Ligonnès, il a un brevet de pilote privé, et il y a un aérodrome mais à 2 km. Et nous, évidemment, on a un rapport de confiance avec la police. Donc on échange quand même des informations pour pas justement polluer leur enquête si jamais ils sont sur un truc. On les tient au courant de ce qu'on fait. Et on leur dit, ce gars-là, vous l'avez retrouvé, vous l'avez interrogé. Non, comme ça. Ben non, on l'a pas interrogé. Mais vous savez qu'il existait, oui, évidemment, mais c'est vrai. Donc là, si tu veux, on s'est regardé, on s'est dit, mais on va trouver le gars, tu vois. On se voyait déjà en train d'attraper Xavier Ligonnès par le col, allez, viens là, tout. Et donc, c'est Maxime, je crois, qui a fini par l'appeler. Et à d'abord, on a appelé l'aérodrome en question, on leur a dit, vous n'avez pas charrié un type avec des petites lunettes qui transpirait un peu comme ça, le 15 avril 2011. Et monsieur, c'était il y a 8 ans, on n'a pas gardé les plans de vol. Ah bon, c'est dommage. Donc, on a fini par appeler Steve qui nous a dit qu'il n'avait pas croisé Xavier Ligonnès, mais qu'effectivement, il le connaissait, enfin, il n'a pas. Mais qu'il ne l'avait pas vu ce jour-là et qu'il n'avait pas aidé à changer de pays et à reprendre une vie ailleurs. Mais tout ça pour te dire que c'est cet acharnement, cette volonté de retrouver Xavier Ligonnès, parce qu'en fait, nous, quand on commence cette enquête, on veut le retrouver, on s'en fout. Enfin, je veux dire, l'idée de départ, c'est une réunion à laquelle j'étais pas, la première, où les gars se sont dit, on va retrouver Xavier Ligonnès. Tu ne vas pas faire un article sur l'affaire Ligonnès, tu vas retrouver Xavier Ligonnès. Et donc forcément, si tu n'es pas totalement obsédé par ton sujet et par ton but, tu n'y arrives pas, quoi. On n'est pas arrivé. Mais je t'assure qu'on essaie. Donc, non, au moment où j'y suis, j'ai assez peu de distance avec mon sujet. La distance, elle vient dans l'écriture. Mais quand j'ai les temps, j'ai les temps. Justement, on voit dans l'enquête qui retrace toute l'enquête sur l'année de Ligonnès. Vous décrivez beaucoup de détails et du coup, ça serait intéressant comment vous avez eu accès de nous parler justement de milliers de pages à lire, etc. Est-ce que c'est un mix de la police, d'enquête de votre part, Ouais, c'est ça en fait. Alors, je ne peux pas rentrer trop dans les détails parce que vous avez compris, moi je sais que je vais filmer et tout, donc je pourrais me rendre coupable de recel de violation du secret professionnel. Donc je dirais que j'ai eu accès à des documents issus de l'enquête, donc beaucoup de pages. Et en fait, mon métier et l'enquête journalistique, c'est le mix de deux sources en fait. Les témoignages, donc tous les gens qui ont à connaître de notre sujet, en l'espèce les amis, la famille, les magistrats, les avocats, les enquêteurs, la boulangère, ça peut être, c'est hyper large. Hein. Pour le précédent livre, L'inconnu de Cleveland,
classe. Et j'ai fait, dans la journée, j'ai fait 1200 km pour aller discuter avec un type qui avait vu Joseph Chandler littéralement une demi-heure il y a 20 ans. Alors on pourrait se dire c'est une perte de temps énorme quand même. Ah oui, mais j'avais besoin de ces 30 minutes-là. Il avait fait l'état des lieux en plus. C'était de là où il habitait, donc c'était pas pour sa mère. Mais j'ai besoin de ça. J'ai besoin peut-être que je vais avoir une phrase, un ressenti, un souvenir qui va m'aider à raconter encore mieux cette histoire. Donc ça, c'est la première catégorie de sources. C'est les gens, les interviews. Et puis la deuxième catégorie, c'est les documents. Donc ça peut être des documents issus de l'enquête. C'est la première chose que j'essaie de trouver. Ça peut être des documents administratifs. Moi, j'ai démarré des enquêtes en récupérant des actes de naissance. Par exemple, c'est public, les actes de naissance. Les actes de décès aussi. J'ai récupéré des dossiers de l'aide sociale à l'enfance, des dossiers médicaux, pour raconter la fin de vie d'un homme. Ça peut être des rapports fiscaux, ça peut être des rapports psychiatriques, peu importe. Mais en tout cas, dans ma tête, quand je commence une enquête, je sais que j'ai avoir ces deux choses à traiter. Donc en fait, je me fais souvent dans mon logiciel d'editing, j'ai deux grosses catégories comme ça, où je liste tous les gens idéalement que je veux voir, en partant du principe qu'ils vont tous me dire oui, ce qui m'arrive jamais. Et à côté, tous les documents que je pourrais ramasser. Pareil, dans un monde idéal, qu'est-ce que je pourrais ramasser? Et au fur et à mesure, littéralement, de ma progression, je surligne en rouge quand on m'a envoyé chier ou quand on m'a dit ça tu l'auras jamais ou toi je te parlerai pas. Et je surligne en vert quand le témoin a accepté de me parler ou quand j'ai eu accès aux documents. Dans mon dernier livre, Le Camp Minuit, il fallait que je récupère un dossier de divorce. Et donc j'écris dans mon fichier, je mets dossier de divorce. Et du jour où je démarque ça, je me mets en tête. Alors tout ça est chronologique, c'est-à-dire je ne demande pas les mêmes documents au même moment de l'enquête. Tout ça est très. On ne fait pas les choses dans n'importe quel ordre. Tout est très pensé. Et une des règles de l'enquête journalistique, c'est le cercle concentrique. C'est-à-dire qu'on commence très éloigné de son sujet, et ensuite, comme une coquille d'escargot, on se rapproche, on se rapproche, on se rapproche, on se rapproche. Et on contacte en dernier, on récupère en dernier les documents les plus importants. Parce qu'une fois que vous arrivez au centre de votre sujet, il faut que vous ayez amassé tout un tas de connaissances, toutes les connaissances possibles avant, pour, quand vous avez la dernière interview du mec le plus important ou le document le plus important à récupérer, vous avez déjà toutes les connaissances possibles et imaginables. Et moi, on me demande parfois quand est-ce que tu arrêtes une enquête. La réponse est toujours la même, j'arrête une enquête quand je connais mieux le sujet que les gens de qui je parle. Et il m'est arrivé d'enquêter par exemple sur la mort d'une jeune fille, je t'assure que je connaissais mieux la gamine de 18 ans qui a été tuée que ses propres parents. C'est-à-dire qu'il y a des fois, ils avaient des trous de mémoire et je colmatais ces trucs-là en disant mais votre fille c'est ça, c'est ci, c'est ça. Ils avaient oublié, mais moi je savais plus de choses qu'eux. Là j'arrête. Et en attendant, j'ai ces petits pensums et donc mon enquête se termine quand soit tous les noms et tous les documents sont verts, soit ils sont rouges, mais en tout cas quand j'ai contacté et essayé de récupérer tout ce que je pouvais. Justement, vous avez un peu mentionné votre autre livre publié en 2023, L'inconnu de Cleveland. Juste pour rappeler ceux qui ne connaissaient pas cette affaire, donc dans ce roman, vous retracez l'affaire de l'inconnu de Cleveland à travers le personnage de Chris Bowersock, qui est un détective. Donc en 2002, le retraité Joseph Chandler est retrouvé mort par suicide dans sa salle de bain dans la banlieue de Cleveland, dans l'Ohio, aux États-Unis. Le tout sans laisser aucune trace derrière lui, pas même une empreinte. En fait, Joseph Chandler, il a existé, mais il est décédé dans un accident de voiture en 1945, alors qu'il avait 8 ans. Donc cet inconnu lui a volé son identité, et il convient alors pour les enquêteurs de savoir qui est cet homme qui ne semble avoir laissé aucune trace de sa réelle identité. Et du coup, ça pose la question, vous en avez parlé, des difficultés des affaires internationales, comment on traite des affaires aussi loin géographiquement, enfin voilà, ça prend du temps comme vous le dites, et ça pose des difficultés. Ah oui. En fait, je n'ai pas vraiment de recette. J'ai fait ce que je t'ai dit tout à l'heure. J'ai fait une liste. En plus de ça, l'affaire de l'inconnu de Cleveland, l'affaire de Joseph Chandler, elle a une particularité, c'est qu'elle a été très peu couverte aux États-Unis. Quand j'écris l'inconnu de Cleveland, et c'est pour ça que le livre d'ailleurs va apparaître aux États-Unis dans 6 mois, on a vendu les droits très
mère, son père, je ne sais pas s'ils sont vivants, je ne sais pas s'ils sont morts, mais je me les liste, sa mère, son père, le voisin, je ne sais pas s'il existe aussi, je m'en fous, mais je me fais le scénario idéal. Et je contacte les gros intervenants dont je ne peux pas passer. Par exemple, dans la commune de Cleveland, il faut que j'ai le chef de la police locale, il faut que j'ai le US Marshal en charge de l'affaire, puisque c'est lui qui va relancer. Donc ces gens-là, je ne les contacte pas directement, surtout pas. Parce que là, t'imagines, un investigo, il y a trop de prête. Déjà, le mec, il est, qu'est-ce que c'est un spam, c'est un gag. Donc d'abord, je contacte toujours ce truc de cercle concentrique. D'abord des gens qui gravitent dans l'espace de ces gens-là, un journaliste qui connaît le chef de la police, un détective privé qui connaît les US Marshals. Je contacte d'abord ces gens-là. Ces gens-là, je leur envoie des mails. Eux, ils sont pas trop méfiants parce que c'est pas des gros bonnets, tu vois. Et eux, je gagne leur confiance en leur disant, je fais un bouquin, machin, on peut se parler. D'abord, tu fais du chit-chat, tu papotes, tu fais des visios, tu dis voilà, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. Tu fais ça 2-3 fois, tu perds tout le temps. Et après, grâce à ces gens-là, tu vas pouvoir avoir accès vraiment aux gens importants pour ton enquête. Ces gens-là, une fois que j'avais accès à eux, je leur ai demandé de me rencontrer. Ils ont dit oui, parce que j'étais introduit par d'autres. Et puis ensuite, j'ai pris un billet d'avion pour les États-Unis. Je suis arrivé sur place. J'ai rencontré les gens qui avaient accepté de me donner rendez-vous. Je suis allé taper à la porte de ceux que je n'avais pas contactés parce que j'avais peur qu'ils me disent non. Et je suis directement allé taper à leur porte. Parce que ce qu'il faut dire aussi, l'enquête journalistique, et c'est une des raisons pour lesquelles aussi Élise Lucet, tu vois, elle va chasser les mecs dans la rue, c'est que c'est facile de ne pas répondre à un mail, c'est facile de raccrocher au nez d'un journaliste, mais c'est plus difficile d'envoyer chier quelqu'un que tu as en face de toi quand même. Donc moi, quand j'ai un doute, je ne sais pas exactement comment aborder la personne que je veux, je vais sonner à sa porte. Ce qui fait que dans la radio, j'ai failli prendre un coup de fusil, par exemple. Bah ouais, parce que tout le monde est armé et je me suis pointé chez un type, il n'était pas prévenu. Et il m'a demandé de me présenter, mais les mains en l'air. Donc c'est ce que j'ai fait. Et pendant que je me présentais les mains en l'air, j'ai vu qu'il avait le polo avec le club de chasse Northern Ohio, tu vois. J'ai dit le mec a un pétard dans le falza, mais ça s'est bien terminé. Heureusement, j'avais acheté des bières. Il faut toujours avoir des bières en reportage, des bières et des clopes à distribuer. Ça m'a beaucoup aidé notamment à la ZAD quand j'étais à Notre-Dame-des-Landes. C'est une vraie histoire. J'avais acheté 5 paquets de clopes parce que je me dis il n'y a que des crevards qui essayent de faire des clopes avec des bouts de mégots par terre. Et j'ai eu des témoignages que tous les confrères rêvaient juste parce que j'ai distribué des clopes à tout le monde. Astuce pour vos reportages futurs. Donc oui, et pour Cleveland, pour revenir à ça, pardon, voilà, comment tu fais tu paries un peu sur ta bonne étoile, tu fais en sorte que les gens importants pour ton enquête tu sois introduit pour pouvoir les contacter, et puis après tu fais appel à ta bonne étoile. Le dossier judiciaire de l'affaire Joseph Chandler, c'est le même principe aux États-Unis qu'en France, l'enquête est confidentielle, et donc j'ai réussi à récupérer le dossier de police qui faisait 500 pages, parce qu'il y a un ancien flic qui m'a dit, voyant ma détresse quand je l'avais toujours pas, qui m'a dit je te donne rendez-vous sur le parking. Et on s'est donné rendez-vous sur le parking, il avait le dossier de police dans son coffre, il m'a dit je te donne 48 heures pour tout photocopier, tu me rends ça, s'il manque une feuille, t'es mort. Et donc j'ai fait $300 de frais de photocopie et je lui ai rendu le dossier de police 2 jours après. Mais je peux te dire que le jour où j'ai eu le dossier de police à Cleveland, j'ai appelé mon éditrice chez 10-18 et je lui ai dit we made it. Nous avons un dossier de police, ce livre va pouvoir se faire. Et dis-toi que j'avais déjà signé mon contrat, touché mon avaloir, et le livre était déjà annoncé chez les représentants du distributeur, alors que j'étais même pas sûr d'avoir le dossier de police. Donc il faut une certaine résistance au stress quand même dans mon métier, sinon faites autre chose. Et, donc surtout dans les affaires qui sont ultra médiatisées et encore plus aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux, on voit beaucoup souvent dans les affaires qui ne sont pas élucidées de théories émerger. Donc c'est le cas par exemple avec l'affaire de Ligonès, où il y a eu énormément de théories, notamment la théorie de la CIA qui est, en tout cas la sœur de Ligonès avoue, je crois. Et donc dans ces cas-là, dans quelle mesure il faut donner du crédit à ces théories? Alors moi c'est simple, bon, alors déjà elle a déposé plein contre moi, la sœur Ligonès.
Mais un bon journaliste mesure aussi le nombre de fois où il était poursuivi. Donc je suis un excellent journaliste. Ou alors je suis malin parce que j'ai jamais été condamné. En tout cas, elle a déposé plainte contre moi pour violation du secret de correspondance parce que j'avais publié des lettres de Xavier Ligonès qui avaient été retrouvées par les enquêteurs grâce à des techniciens de Free d'ailleurs, qui l'avaient effacées et qui étaient des lettres, notamment des emails qu'il avait envoyés à sa sœur. Et donc, comme elle voulait m'attraper quoi qu'il arrive, elle avait trouvé ce truc-là. Évidemment, j'ai pas été poursuivi parce que j'avais un bon avocat et des bonnes raisons d'avoir fait ce que j'avais fait. En fait, elle a donné beaucoup d'interviews en disant qu'elle ne croyait pas que d'abord que son frère avait tué toute sa famille, qu'elle ne croyait pas non plus que tous les membres de la famille avaient été tués, et que donc tout le monde était en fuite aux États-Unis. Et moi, quand cette théorie émerge, tu sais, je fais un truc très simple. J'appelle le procureur de Nantes à l'époque, Brigitte Lamy, et je lui dis la sœur Ligonès et la mère Ligonès disent ça, est-ce qu'on peut se voir et mettre les choses au point quoi? Oui, d'accord. Bon, elle savait que j'avais déjà bossé sur l'affaire. Donc je suis allé la voir à Nantes, et je lui ai dit voilà, il paraît que c'est pas les enfants et la femme qui ont été enterrés sous la terrasse. Elle m'a dit bah si, on a les analyses ADN. Donc j'ai publié ça. Mais le problème, c'est que tous les journalistes ne sont pas aussi consciencieux que moi. Et donc, ça a donné chez Léa Salamé, pour ceux qui s'en souviennent, il y a quelques semaines, il y a quelques mois maintenant, la sœur Ligonès répétait à Léa Salamé que c'est pas sa belle-sœur et c'est pas ses neveux et nièces qui étaient enterrés sous la terrasse. Et Léa Salamé dit ah bon. Donc elle fait pas le taf en fait. Et elle aurait dû lui répondre, mais en fait, les analyses ADN ont prouvé que c'était eux. Et donc, fin d'interview, au revoir. Et c'est pas ce qui s'est passé. Parce que Léa Salamé, comme vous le savez, elle est dans le moment. Elle n'est pas dans la vérité, elle est là pour créer le moment. Donc on est. Qu'est-ce que cette interview? Moi j'aime le moment. Tu veux pas aimer la vérité plutôt? Non, c'est pas ça tout à fait. Bref. Donc on peut leur donner la parole, mais tu sais, le journalisme, c'est pas quand on dit il faut être équilibré. Le journalisme, c'est pas ouvrir la fenêtre, interroger la moitié des gens qui pensent qu'il fait beau et donner la parole à la moitié des gens qui pensent qu'il pleut. C'est pas ça le journalisme, hein. Faire donner voix à chapitre à tout le monde. C'est dire quel temps il fait. C'est ça le journalisme en fait. Donc si quelqu'un dit, comme ça a été le cas de la sœur de Xavier Ligonès, il pleut alors qu'il fait beau, bah, votre boulot c'est éventuellement de la laisser le dire et puis après de dire en fait il fait beau. Voilà. Et donc il ne faut pas les empêcher de parler, mais il faut dire la vérité quand on la sait, c'est tout. Justement, un peu sur le côté de sensationnel, aujourd'hui on a le développement avec les réseaux sociaux, Internet, le fait que plein de gens se disent enquêteurs, en tout cas prennent ce rôle-là. Comment le journalisme d'enquête il pourrait continuer donc, de perdurer dans ce contexte et au contraire, est-ce que c'est une force qui peut être utilisée? En fait, dans l'affaire Ligonès, ça a été la première enquête où vraiment il y a eu ce phénomène des cyber-enquêteurs avec des mecs qui se sont réunis sur Facebook, qui ont retrouvé des conversations d'Agnès de Ligonès sur des forums, par exemple. Mais bon, les conversations qu'ils ont retrouvées, c'est mon mari ne fait plus de l'amour, j'ai grossi dernièrement, j'arrive pas à perdre du poids. C'est pas des éléments très intéressants pour les enquêteurs, mais ceci dit, c'était. Les enquêteurs n'avaient pas accès à ça, hein. C'est eux qui ont trouvé ça. En fait, on ne fait pas le même métier. Moi, je vois ça sans dépit particulier. C'est bien, je veux dire, chacun. Le phénomène aux États-Unis est énorme. Hein. Il y a des groupes, notamment sur Reddit, qui sont spécialisés là-dedans et qui viennent vraiment polluer les enquêtes. Hein. Qui harcèlent les membres des familles, qui font le boulot qu'on fait, mais de manière vraiment sans aucune forme d'entrave, quoi. Mais en fait, ces gens-là, ils n'ont pas nos sources, quand même. Parce que ce qui fait la valeur d'un journaliste, c'est quand même la qualité de ses sources, et donc la qualité des informations que ces sources sont susceptibles de remonter. Il suffisait d'être un citoyen enquêteur pour faire le métier que je fais, j'aurais du mal à trouver du travail et à être payé très cher. Bon, je ne suis pas payé très cher, soyez pas assez. Mais ce que je fais valoir, c'est mon savoir-faire. Comment je fais pour récupérer mes infos, comment
je fais pour avoir des sources qui sont bien informées. Et ça, tu ne peux pas l'improviser dans ta chambre. Hein. Tu ne peux pas nouer une relation de confiance avec les sources en faisant des tweets. En te prenant suivant sur TikTok. Ça ne marche pas comme ça. Et jusqu'à maintenant, ce phénomène des cyber-enquêteurs, qui devient quand même un truc assez massif, est vu beaucoup par les enquêteurs comme pour le coup des aspects polluants. Mais au final, ils n'ont jamais rien sorti d'important, d'utile pour les enquêtes. Peut-être que ça viendra, hein. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et, donc, en septembre, là, il y a 2 mois, vous avez publié donc, Le Pont de Minuit. Il y aura d'ailleurs une petite séance de dédicace après, si certains sont intéressés. Le cadeau de Noël, pour ces signes. Et donc, dans ce livre, vous racontez l'histoire vraie de Gérard Cousin, dit Gérard de Suresnes, un SDF devenu star de la radio malgré lui. Donc, en gros, il appelle un soir la libre antenne de Fun Radio pour lire des poèmes qu'il écrit. Et finalement, il devient un éditeur régulier et en fait, on se moque de lui et lui, il pense que les gens aiment bien ce qu'il fait. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il est déjà le compte minuit. Et donc, ce livre-là, ça sort entre guillemets des enquêtes que vous avez pu faire avant sur des crimes, etc. Donc, pourquoi en fait avoir décidé de parler de ça et de choses d'autres? Parce que d'abord, tu sais, quand on fait des interviews de comédiens, ils répondent toujours oui, ce film j'ai choisi pour être là, ne m'attendez pas. C'est ridicule et en même temps, je peux comprendre ça dans le sens où moi, je fais du filière depuis 15 ans. Et tu vois, quand j'ai fait l'affaire Ligonès, il y a plein d'éditeurs qui m'ont dit oh, fais-nous pareil, mais sur l'affaire ci, l'affaire ça. Je me suis dit, c'est pas très marrant de faire la même chose, et puis j'aurais jamais le même succès qu'on a eu avec l'affaire Ligonès. Donc tu vois, je vais refaire le même truc, mais avec moins de succès. C'est un peu bête. Donc 18 m'a dit oui, fais ça aux États-Unis. Je dis déjà, ça change. Et puis une fois que j'avais fait ça aux États-Unis, j'avais envie de faire autre chose. Et cette histoire m'est revenue. Moi, j'étais un auditeur de ces émissions. Je suis né en 1982, donc autant dire de préhistoire pour vous. Et on n'est pas Internet. Là, normalement, il y a 3 malaises dans la salle quand je dis qu'il n'y a pas Internet. Et donc on écoutait la radio, ce truc préhistorique que vous n'écoutez plus, évidemment. Et moi, avant d'aimer le sang et les larmes, j'aime les marges. Et je reviens au début de la conversation, mais j'aimais plus le roman noir que vraiment le fait divers. Et cette affaire du Pont Minuit, cette affaire de la vie de cet homme, c'est très particulier parce que c'est un homme qui est né dans la misère, qui est mort dans la misère. Et d'habitude, tu sais, quand on raconte des histoires de gens qui sont nés dans la misère, c'est pour raconter comment ils sont sortis. Et moi, j'avais envie de raconter l'histoire d'un mec qui est né dans la misère et qui est mort encore plus miséreux qu'il n'est né. C'est quand même une performance assez remarquable. Et au milieu de ça, il y a cette espèce de quart d'heure de gloire totalement dingue, où cet homme-là va rencontrer les plus grosses stars de l'époque. Alors pour le coup, vous les connaissez, les plus grosses stars d'aujourd'hui, qui n'étaient pas des immenses stars à l'époque, mais dans l'émission Gérard, donc qui était un dîner de cons, ni plus ni moins radiophonique, tous les jeudis, donc on l'appelait pour se foutre de sa gueule, ils s'en rendaient pas compte. Il y a eu Cyril Hanouna, qui manifestement a appris quelques leçons de cette émission plus tard. Il les a adaptés dans sa propre émission. Jean-Paul Roux, Franck Dubosc, qui d'autre, Jean Delarue, mais ça il est mort, quand c'est peut-être pas. Manu Payet, qui a participé au livre, hein, et qui m'a fait même l'amitié d'une story Instagram pour annoncer la sortie du bouquin. Et donc ce type, ce SDF, ce marginal alcoolique qui se retrouve comme ça propulsé sur une antenne d'émission, sur une antenne de FM nationale, va connaître ce quart d'heure de gloire totalement fou. Signer des autographes, aller à une avant-première à New York, côtoyer Jennifer Lopez, Nick Nolte, Jean Reno, le temps d'une soirée VIP, où lui boit une petite bière à côté du comptoir. Et voilà, je trouvais que c'était en fait, ça disait pas mal de choses de la société du spectacle, ça disait pas mal de choses de la société dans laquelle on vit, où les gens se mettent en scène, où parfois les gens se mettent en scène et attirent les colibets sans l'avoir prévu. Et puis ça raconte aussi ce qu'est devenu la télé-réalité. Pour vous, c'est presque votre quotidien, même si je pense qu'il n'y a pas des énormes consommateurs de télé-réalité ici, mais nous,
c'était nouveau pour nous la télé-réalité, et l'histoire de Gérard, c'est un peu le kilomètre zéro des Ch'tis ou des Marseillais, quoi. Sauf que ça se termine très mal, et c'est là qu'on reboutique avec ma passion des histoires qui se terminent mal. Mais si ça se termine bien, c'est pas pour moi. Donc, petite question pour finir. On reçoit la semaine prochaine Christophe Ondelat à l'IEP. Et on aimerait savoir plus généralement quel est votre regard sur la vulgarisation des affaires criminelles et plus largement tout ce qui est documentaire, Netflix, etc. J'adore Christophe Ondelat déjà parce que j'adore quand il prend les accents du Sud. Vous avez déjà écouté notre annonce? Oh, monsieur le commissaire, il ne savait pas comment ça. Ouais, c'est hilarant. Quel talent. Moi, non, j'ai aucun problème avec toutes ces émissions. Moi, je ne suis pas un consommateur de ça, mais ça crée un filon quand même qui a tendance un peu à m'agacer, je ne te cache pas, dans le sens où il y a beaucoup de choses qui se font autour du fait divers qui sont quand même de qualité très inégale. Christophe Ondelat, c'est un vieux routier du fait divers, il connaît le taf. Il n'a pas voulu m'inviter parce qu'il ne fait que les affaires bouclées, et moi je fais quasiment que des affaires non résolues. Donc il n'a pas voulu m'inviter, mais il connaît l'article sur l'affaire Ligonès, il connaît, je pense, un peu mon boulot. Lui, je ne mets pas là-dedans. En revanche, je vois beaucoup de livres qui se font, de revues, de longs formats, qui reprennent les codes de ce qu'on a fait en vérité, que nous, on a inventé. Nous, on a repris ce qu'avait fait Truman Capote avec 200 francs, depuis nous, avec moins de talent, mais en gros, sur le principe, c'était ça. Et en fait, je vois beaucoup de choses se faire de très mauvaise qualité. Moi, j'ai été invité à un salon du livre, où j'étais à côté d'une dame, dont je ne tairai le nom, qui avait fait un livre sur un fait divers, uniquement depuis sa chambre. C'est-à-dire qu'en fait, au début du livre, c'était un fait divers qui se déroulait à l'étranger. Et je cherche au début du livre, tu vois, genre, nous sommes allés en reportage, machin. Et dès la deuxième page du livre, elle dit « Ah, mais je suis pas allé sur place. » Donc en fait, la meuf a fait une enquête par Internet. N'importe qui peut faire ça. Et cette nana-là, je pense, a vendu peut-être moins de bouquins, parce que l'Inconnu de Cleveland a très bien marché aussi. Et je pense qu'elle en a vendu beaucoup aussi, parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui est médiatique. Donc son éditeur a dit elle est médiatique, on va lui faire un livre, mais la qualité on s'en tape. Je connais très bien son éditrice, donc c'est même pas des spéculations. Donc, et en fait tout est mis sur le même plan. Donc c'est plus très drôle si tu veux d'arriver, de faire du boulot de qualité et de voir Max Sky, comme c'est Max Sky, c'est de la merde, j'espère que ce sera diffusé et amplifié. Max Sky, si tu vois cette vidéo sur YouTube, écris-moi et je te le dirai en face. Mais c'est de la merde, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pourri. C'est des mecs qui font des bouquins et des vidéos sur le travail des autres, c'est-à-dire des gars comme moi, qui ne nous créditent pas et qui empochent la thune. Mais franchement, je vais éviter de digresser parce que je vais me répondre. Mais ça devient insupportable, en fait, si tu veux. Et donc, tout est mis sur le même plan, et c'est ça le problème, c'est que moi, je dis pas que je suis un grand journaliste, mais moi, je vais sur le terrain. Donc, tu peux pas mettre sur le même plan un mec qui va taper à des portes et un mec qui remonte des articles sur Wikipédia. C'est pas la même chose. Et donc, ouais, ça commence un peu à me gonfler. Alors, je ne vais pas en mettre là-dedans. Je ne vais pas Jean-Alphonse Richard sur RTL parce que lui, il m'a invité 3 fois. Je ne vais pas Pascal, je ne vais pas Patricia Tourangeau, je ne vais pas tous ces gens-là qui sont d'excellents journalistes. Mais il y a un filon qui est en train de se créer, qui est gonflant, qui relativise notre métier comme un truc en fait où n'importe qui peut le faire, voilà. Et ça ne me fait plus tellement marrer. Donc j'ai envie de faire toujours ce que je sais faire, c'est faire des histoires bêtes parce que j'ai aucune imagination, donc je risque pas de faire du roman. Mais le fait divers, là, ça commence un peu à me gonfler. Je trouve que la ficelle est un peu grosse, et quand je vois que les gens tombent dedans, ça m'énerve encore plus. Voilà. Et du coup, en bonus, est-ce que vous avez une question à lui poser en date pour lui demander? Pourquoi tu m'invites pas, Christophe? Non, tu sais ce que tu pourrais lui demander, enfin je sais déjà sa réponse, mais tu pourrais lui demander pourquoi est-ce qu'il ne traite pas d'affaires non résolues. Alors lui va dire parce que ça prête aux interprétations, aux contre-vérités. Oui, mais une affaire résolue, c'est du journalisme, mais c'est du journalisme quand même
sur une affaire non résolue, ce qui m'amuse, c'est que j'ai envie de la résoudre. Donc quand je bosse sur l'affaire Ligonès, quand je bosse sur l'inconnu du client, je suis un enquêteur, moi je me prends pour Rouletabille. J'ai mon petit truc, ma pipe, et puis je fais des théories à 2 balles, mais en fait ça donne un rôle très actif aux journalistes. Et je pense que c'est ce qui rend notre métier aussi vachement excitant, quoi. C'est de se prendre pour un enquêteur. Et donc je lui demanderais, je posais cette question et je lui demanderais de revoir son jugement à cet égard. Merci beaucoup. On a fini nos questions. Est-ce qu'il y a des gens dans le public qui veulent poser des questions? Bonjour, merci pour déjà toutes les questions qui ont été posées. Moi, je me demandais par rapport à tout ce que vous avez dit, comment vous positionnez en fait en tant que journaliste dans ces enquêtes, parce que vous avez parlé de la fascination qui pouvait entourer les criminels, la mythification parfois qu'il y a autour. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'y participer et du coup de ne plus vraiment faire un travail de journalisme, mais d'enquêteur à la recherche de succès, de révéler l'enquête? Il y a une fascination, en tout cas, j'employais le terme de névrose tout à l'heure. Je ne suis pas fasciné par Xavier Ligonès. Hein. C'est un pauvre type, c'est un peu un loser, quoi. C'est franchement un loser. On serait tombé dans ce que tu soulèves est très intéressant et c'est quelque chose que je surveille beaucoup. C'est-à-dire comment ne pas faire des figures criminelles, des figures de pop culture en gros. Tu évites cet écueil-là déjà en t'attachant aux faits, et uniquement aux faits. Il aurait été facile pour nous, par exemple, de nous mettre dans la tête de Xavier Ligonès, de raconter les scènes de crime de son point de vue, tel que ça aurait pu se passer. Et là, on était dans la mystification totale. Et d'autres l'ont fait, hein, y compris des journalistes d'ailleurs. Ils ont écrit des chapitres sur cette histoire, des articles, en imaginant ce qu'avait pu penser Ligonès en tuant sa femme, ou en imaginant où est-ce qu'il a pu prendre fuite. Pour moi, c'est là on sort du journalisme et on rentre dans l'ordre de la pop culture et dans la mystification, ou la mythification plus exactement, pas la mythification. Et pour tout te dire, on a eu des contacts avec Netflix assez rapidement après l'apparition de l'article. Oui, ils voulaient faire ça, ils voulaient adapter notre article, mais ils voulaient par exemple des scènes de crime, quoi. C'est-à-dire Xavier Ligonès en train de tuer sa femme et ses enfants. On leur a dit, mais nous on ne sait pas, nous on n'y était pas, ceux qui étaient là c'était lui, hein, et puis les autres ils sont morts, hein, donc ah oui mais quand même, ben non. Et c'est là où en fait tu passes quand même cette étape-là. Moi je suis assez mal à l'aise avec notamment les BD. Il y a une BD qui vient de sortir sur l'affaire Grégory, il y a une BD qui a été faite sur l'affaire Ligonès qui reprend très largement ce qu'on avait fait. L'éditeur m'a même envoyé très gentiment un exemplaire. C'est là où on bascule dans la pop culture. Il faut faire attention à ça. Mais on ne peut pas empêcher les gens de s'emparer d'un fait divers et d'en faire quelque chose. Je ne suis pas propriétaire de l'affaire Ligonès. Hein. Elle est dans le domaine public. Et donc chacun peut faire aussi. Demain, on peut faire un dessin animé sur l'affaire Ligonès. Hein. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas sûr que ce soit d'un goût délicieux, mais on peut faire un dessin animé, on peut faire un cartoon. Pas de problème. Moi, je fais attention en me bornant exclusivement à la réalité. Et je vais donner un autre exemple. Je connais Michel Fine qui a fait le documentaire sur Netflix que vous avez vu, peut-être, vous regardez aussi, sur l'affaire Fauvenet. Super docu. Elle avait accès à Rupert Mouzin, Estelle Mouzin, c'était la seule journaliste de la place à avoir accès à lui, super taf. Grande journaliste, aucun problème. J'ai fait une rencontre comme ça avec elle. Et elle a avoué, parce qu'elle n'a pas trop de choix, qu'elle avait inventé des trucs pour la reconstitution. Donc par exemple, l'enlèvement de la petite Estelle Mouzin, on ne sait pas tout. Elle a fait une reconstitution avec ses équipes. C'est pas déconnant, hein. C'est-à-dire que c'est lié aux éléments du dossier, tout ça n'est pas totalement inventé. Mais je veux dire, la façon dont le mec marche, comment la gamine est rentrée dans la camionnette, tout ça, personne.
fournirait ne l'a jamais raconté. Donc elle n'y était pas. Donc la reconstitution, c'est un peu son imagination quand même. C'est là où pour moi il y a une ligne jaune qui est franchie. Et c'est là où on bascule dans le risque que tu évoques, de finalement faire de ces histoires des éléments de pop culture, quoi. On bascule dans autre chose. Moi, ma façon de m'en préserver, je ne dis pas que je m'en préserve à fond, mais ma façon de m'en préserver, c'est ça, c'est de jamais rien inventer. Rien. Si le gars a des chaussettes jaunes dans mon article, c'est qu'il avait des chaussettes jaunes, c'est documenté. Bonjour, déjà merci pour l'échange, c'était hyper intéressant. Moi j'avais une question, est-ce que vous êtes déjà arrivé de faire face au début d'une enquête à un mur, enfin une impasse qui serait telle que vous considérez que l'enquête n'a plus de sens et que vous l'avez abandonnée? Ça fait m'arriver avec l'affaire Lyonnaise précisément parce que ça a été une enquête vraiment difficile au départ. Je me faisais pilonner par tous les confrères, je sentais pas une info, plus j'étais à l'essai au fait divers, je pensais que c'était la fin de ma carrière. Et sinon, non, en fait, j'ai beaucoup eu peur de ça. Je suis en train de réfléchir quand je te parle, parce que ça m'est arrivé. Non, parce qu'en fait, si tu as un peu de savoir-faire, si tu as un peu de temps à perdre, et j'en ai beaucoup, enfin moi maintenant, parce que j'ai des enfants, mais si tu as du temps, si tu n'es pas pressé, si tu as la bonne méthode d'approche, qui consiste précisément à faire ce travail que j'expliquais, de cercle concentrique, qui perd de temps, hein, enfin qui perd de temps, c'est du temps. À la fin, tu finis toujours quand même par raconter ce que tu veux. Pas toujours autant que tu voulais. Mais j'ai souvent eu cette crainte et ça s'est toujours bien passé à la fin. Et puis parfois, tu commences à travailler parce que c'est des sources qui te mettent sur un. Moi, j'ai eu une source par exemple qui est rentrée dans le dossier de l'affaire Karachi. Alors, ça ne vous parle peut-être pas, mais c'était comme un truc énorme, l'affaire Karachi, il y a 15 ans. Ça a abouti à un fiasco judiciaire, comme d'habitude, dans ces affaires-là. Mais c'était un truc énorme, et on était en train, nous, les journalistes qui bossions sur cette affaire, de révéler que la campagne de Balladur avait été financée par l'argent sale détourné de la Landar. Enfin, c'est un truc gros, quoi. Et j'avais une source qui un jour m'appelle, qui me dit je bosse là-dessus maintenant. Tu veux me boire un café? Je dis ah ouais, je lui paye un resto et toi, t'imagines bien. Alors ça c'est un autre truc, c'est l'entretien des sources. On ne fait pas de la corruption, mais on n'est pas très loin. Donc on ne donne pas d'argent à nos sources, mais par contre parfois on les récompense et on leur offre un bon gueuleton sur un note de frais. C'est normal. Donc un jour, voilà, ce gars-là me dit je bossais pas là-dessus, puis là on vient de me refiler le bébé. Et donc j'ai bossé pendant quelques mois sur l'affaire Karachi. Parfois ça vient de tes sources, quoi. Mais sinon, non, quand il y a une affaire qui m'intéresse,